Ça peut paraître être une question étrange, mais figurez-vous qu'il y a un vrai débat sur celui ou celle qui a inspiré la science-fiction moderne, sur la personne qui aura la paternité ou la maternité du genre. Si la réponse communément admise par les spécialistes du milieu se penche sur les deux premières femmes à en avoir écrit, Margaret Cavendish en 1666 et Mary Shelley en 1818, le grand public n'a souvent qu'un seul nom en tête, et le crie bien haut et fort, le papa du genre, c'est Isaac Asimov, et plus précisément sa saga Fondation, dont la première ébauche est sortie en 1942, donc bien après les écrits de Shelley. Mais pourquoi diable est-on aussi attaché à Asimov, et pourquoi les mérites de la paternité de la SF moderne lui reviennent donc à lui plutôt qu'à Clarke, Herbert, Burroughs ou Bradbury? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers l'exploration de son œuvre la plus connue, donc Fondation. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une saga absolument mythique de la science-fiction. Non, j'ai pas du tout la pression, pourquoi vous demandez ? Foundation du grand Isaac Asimov, sorti à l'origine, comme beaucoup de livres de cette époque, dans le magazine Outstanding Science Fiction entre 1942 et 1944, constituant le livre original, sorti lui en 1951 sous sa forme finale. Asimov écrira ensuite deux autres livres, Fondation et Empire et Seconde Fondation, respectueusement en 1952 et 1953, et auxquels s'ajouteront deux suites, Fondation foudroyée en 1982 et Terre et Fondation en 1986, et deux préquels, Prélude à Fondation en 1988 et L'Aube de Fondation en 1993. Ce qui fait que l'ordre de sortie n'est pas l'ordre chronologique de la saga, qui fait donc Prélude, Aube, Fondation, Empire, Seconde, Foudroyée et Terre. Je sais que c'est le bazar, mais on s'y fait. Notez que par défaut, beaucoup de fans vont séparer la trilogie Fondation, composée donc de Fondation, Empire et Seconde, de la saga qui regroupe tous les livres. Pas par manque de qualité, mais bien parce qu'elle avait été à la base écrite comme un noyau autour duquel viennent flotter les autres livres. Du coup, avant d'en parler plus, voyons ce qu'il se passe dans cette fameuse saga. L'histoire de Fondation se passe 22 000 ans dans notre futur, l'humanité s'étant dispersée à travers les étoiles sur 25 millions de planètes, rien que ça, regroupées dans un empire galactique gouverné par la planète Trantor, la planète la plus centrale du noyau galactique, et la Terre a été oubliée. Nous découvrons donc le personnage de Hari Seldon, un mathématicien et créateur de la psychohistoire, une science qui peut prédire l'avenir grâce aux mathématiques, et qui vient foutre un petit peu le sbeul parce que ça prédit la chute de l'Empire. 12 000 ans quand même dans l'avenir, mais c'est pas un petit empire. Et une époque de barbarie de 30 000 ans. Ça fait pas trop rêver. Seldon va donc mettre en place le plan Seldon, qui permettra de remettre en place un second empire galactique seulement 1000 ans après la chute de l'Empire, grâce à l'appui de deux fondations. La première part s'installer sur Terminus, une planète super loin de tout, c'est genre le 70, t'as vu, ne sachant rien du plan sinon qu'il existe et que tout va bien dans le meilleur des mondes, permettant donc au final l'unification de l'Empire par la croyance en un avenir souriant, et la seconde à Star's End, chargée de la bonne tenue du plan. Et ce, sur 55 ans, impliquant des bonds allant jusqu'à 2 siècles dans les livres, et donc nous y suivons souvent des personnages différents d'un livre à l'autre, à mesure que la Fondation évolue. Les sciences. C'est quand même la base des bases de l'histoire, les sciences et la psychohistoire en tête qui a la belle part du livre. Après tout, Asimov était à l'origine un professeur de biochimie à l'université de Boston et on sent dans son œuvre un grand respect des sciences et des théories communément admises de l'époque, notamment dans sa description du voyage interstellaire, encore aujourd'hui une des plus plausibles mises en avant en fiction. Bien sûr, c'est la psychohistoire, le mélange entre mathématiques, psychologie et philosophie, qui est la plus mise en avant dans le livre, montrant pour une fois un beau pont entre sciences dures et sciences douces, souvent séparées et montées l'une contre l'autre, comme on l'a vu dans mes vidéos sur le sujet. Et c'est aussi montré à travers les personnages. Ceux utilisant les preuves empiriques, la raison et la logique, sont ceux qui réussissent dans leurs entreprises, et ceux se laissant avoir par leurs émotions ou leurs petites considérations personnelles sont souvent ceux qui échouent. En gros, un Vulcain avant l'heure, notre Asimov.
Le futur, c'est genre THE base de l'histoire, et ce sur 2 niveaux. L'exploration du futur de l'humanité du début du livre, 20 000 ans après notre ère, une humanité transformée, dispersée, grandie et séparée, et comment contourner la chute d'un empire et ses effets dévastateurs, et préparer la suite pour l'humanité. À travers les 2 fondations de Seldon et le plan mis en place sur des centaines d'années, un millénaire en tout, c'est quand même pas rien. Tout au long des livres, nous observons l'évolution de cette mise en place, de la manière dont la société y réagit et change, et l'implacable marque du temps sur les hommes et leur gouvernement. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais c'est le cœur de l'œuvre. Le destin et le libre arbitre. Puisque Hari Seldon prévoit la chute de l'Empire et des millénaires de chaos, alors le destin est scellé, fataliste, déterminé, le futur est prédictible et donc inchangeable, laissant sous-entendre que le libre arbitre n'existe pas. Cependant, Seldon applique un plan afin d'amoindrir les effets dévastateurs de la chute de l'Empire. La prédiction est inévitable, mais le libre arbitre individuel est toujours possible, et un homme peut faire en sorte que le futur soit légèrement modifié, en réduisant l'âge sombre de 30 000 à 1000 ans. La seconde fondation à Star's End, assurant la bonne exécution du plan et du futur, influence l'humanité dans son ensemble pour réaliser un destin donné, sans pour autant empêcher l'action individuelle et le choix de chacun. En ce sens, le livre offre une vraie discussion sur le déterminisme des plus intéressantes, le pouvoir et la politique. À travers l'Empire galactique et le danger que représente Seldon, la politique et le jeu de pouvoir sont pas mal mis en avant dans le livre. Toute une partie de l'histoire explore la nature de la politique, de l'empereur Cléon et l'influence sur la société. De même, par exemple, il est considéré par le gouvernement que tuer Seldon lui donnerait un côté martyr trop dangereux et préfère donc l'exiler. À travers Ardyn, nous explorons également le jeu politique de la Fondation, l'enjeu du pouvoir et l'équilibre délicat entre la Fondation et le reste de l'Empire. Et il comprend que la Fondation se doit d'apposer ses idées de manière plus appuyée face à la montée du chaos des 4 royaumes. Cependant, c'est parfois bien plus subtil que je le montre ici, le pouvoir ultime pour Asimov se trouvant dans la capacité d'une personne à être rationnelle et à utiliser ses connaissances, sa prévoyance et le contrôle de ses émotions et de ses habiletés, plus que la force brute ou le pouvoir royal sans substance. La religion et la croyance. Dans une conversation avec Gal, Hari Seldon lui confie que la seule manière de sauver l'humanité est de créer la fameuse fondation et de faire croire à ses suiveurs qu'ils sont garants de cette mission. La croyance est utilisée comme un effet de levier, presque une arme, pour convaincre les gens qu'il est le seul à pouvoir sauver l'humanité de la barbarie, utilisée ensuite pour propager à travers l'Empire les avancées de la fondation et convertir de plus en plus de planètes pour les unifier et éviter la chute de l'Empire. Mais l'ignorance et la foi aveugle sont également discutées dans le livre, à travers Ardyn notamment, montrant à quel point l'utilisation de cette arme peut être à double tranchant. Le world building. Je crois bien que c'est là quelque chose qui en a fasciné plus d'un, surtout que Asimov est souvent un des auteurs qu'on rencontre très jeune dans sa vie de lecteur, souvent à l'adolescence. Le monde qu'il a réussi à construire est phénoménal, très différent de ce qui se faisait à l'époque et fourmille de détails. Entre l'idée même d'un futur ultra avancé, si loin que l'humanité a oublié son berceau, celle d'un empire galactique tout puissant, et pourtant en proie à la stagnation et à la décadence et à la chute telle Rome ou Sparte, surpeuplée, à la création même de la psychohistoire et la précision de ses prédictions, c'est une pépite d'idées très intéressantes. Les descriptions des avancements technologiques, chers à Asimov, notamment des vaisseaux et de Trantor, planète si particulière car protégée par une sorte de sphère de Dyson, mais aussi des environnements, des systèmes politiques et économiques, des époques différentes parcourues, des enjeux sociaux et historiques, le monde créé par Asimov grouille de vie et on sent qu'il est habité, qu'il a vécu un passé et c'est ce qui le rend si inspirant et original. L'écriture. On va pas se mentir, c'est qui tout double dans l'appréciation qu'on a de l'œuvre. Asimov est à la base un scientifique, quelqu'un de très pragmatique, qui ne va pas s'emmerder avec des fioritures et des envolées lyriques de style. Il va droit au but, ses personnages servent à faire avancer l'histoire dans une direction, les descriptions servent à mettre en place le décor et le monde, point barre. Autant vous dire que si vous êtes attaché à une certaine forme de prose ou que vous avez besoin de vous investir émotionnellement dans des personnages pour apprécier une histoire ou un livre, eh ben vous risquez d'être un petit peu déçus, mes bons amis. Mais c'est ce qui rend aussi, pour moi, le livre aussi fascinant. Il est direct, il va droit au but, c'est ce qu'il faut dans une histoire avec une telle envergure et qui explore ce type de concept. Dans tous les cas, les sauts dans le temps font qu'on serait obligé de changer de personnage quasi à chaque fois, ce qui nécessiterait de refaire tout le travail d'investissement émotionnel à chaque livre. Mais c'est pas ça qu'Asimov recherche.
Le but est de décrire la chute d'un empire et l'ascension d'un autre, l'ascension d'une quasi-croyance religieuse, dans une fresque presque historique par son envergure et sa portée. Certes, l'écriture est sèche, sans recherche de style ni poésie, mais c'est ce qui rend ce livre aussi crédible et aussi intéressant. C'est littéralement l'histoire avec un grand H qui se révèle sous nos yeux. L'idée et l'inspiration. Dans mes vidéos, j'emploie souvent le mot original pour parler d'une histoire qui n'a jamais été vue jusque-là, ou pas totalement sous cet angle. Et comme je l'ai dit dans ma partie numéro 1, c'est vraiment le cas plus que jamais avec Asimov. Fasciné par la chute de l'Empire romain au point d'avoir écrit des livres dessus, les inspirations d'Asimov sont claires et très bien transformées pour coller à un monde SF. Et si aujourd'hui encore les univers galactiques de ce type sont au final assez peu utilisés parce que trop grand et au final assez casse-gueule, rendez-vous compte qu'à l'époque c'était quand même absolument novateur de suivre une histoire SF sur une dimension aussi vaste, sur une échelle de temps aussi longue et qui part d'une science totalement inventée sur le mélange d'une science dure et d'une science douce. Encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, totalement sous-évaluée. Et encore plus fort, cette idée de suivre la chute d'un empire et la création d'un nouveau par deux groupes différents mais sous la coupe d'une seule et même personne. Ça, c'est pour le coup, encore aujourd'hui, totalement novateur. Ça tient la route et c'est super crédible, plus de 50 ans après, et ça c'est assez ouf quand on voit le nombre de livres de hard SF de cette époque, ou même plus modernes d'ailleurs, qui se cassent monumentalement la gueule. Son influence. Asimov est encore aujourd'hui l'un des auteurs les plus influents de la science-fiction moderne. C'était sûrement plus visible avec son cycle des robots, notamment pour les 3 lois de la robotique mises en avant avec Campbell, encore utilisé de nos jours dans l'ingénierie, et souvent cité sans lettres dans des films et livres sur le sujet, clairement sa plus grosse contribution en genre, Fondation est loin d'être en reste, autant au niveau de l'idée que du visuel, entre très gros guillemets. Star Wars par exemple est très clairement inspiré de la saga, autant dans sa vision d'une chute de l'Empire, même si c'est pas pour les mêmes raisons, que dans la planète capitale qui est Coruscant. A Memory Called Empire de Arkady Martin et Collapsing Empire de John Scalzi ont également des inspirations claires, mais aussi des sagas comme Dune, qui se focalisent également sur l'évolution d'un empire et du futur de l'humanité, ou même H2G2 pour son encyclopédie et sa galaxie immense, et Hyperion pour son hégémonie humaine. Le cycle de la culture, pour des raisons évidentes, Fondation a inspiré et continue à inspirer bon nombre de créateurs, comme on le voit aujourd'hui avec la série Apple TV, et qui continuera sûrement de le faire encore pour un temps, l'histoire étant réellement intemporelle. Les bases. Vraiment ? Avec tout ce que je vous ai dit, il est clair qu'Asimov et Fondation ont été des marqueurs importants dans l'histoire de la science-fiction. Et son influence, comme on l'a vu précédemment, est plus que claire dans le mythos culturel actuel. Ceci dit, je tique toujours un peu quand on lui attribue la paternité ou les fondations du genre, parce que même s'il l'a beaucoup marqué, il n'y a rien de plus faux que de dire que Asimov a créé la science-fiction moderne. Déjà, c'est invisibilisé énormément d'auteuristes ayant contribué à sa mise en avant, certains ayant également influencé Asimov, comme Mary Shelley pour la plus évidente, mais des créateurs plus anciens comme Burroughs ou H.G. Wells, ou plus ou moins contemporains d'Asimov comme Heinlein, Bradbury, Moorcock, Ballard, Von Vogt, Verne, Dick, Simak, Matheson, Orwell, Norton, Brackett, ou bien sûr Herbert ou Clarke, tellement d'autrices et d'auteurs ont contribué à sa mise en avant, et puis c'est sans compter des films type Planète des singes, 2001, Andromeda Strain, Westworld par exemple, ou Star Trek et Twilight Zone en série télévisée. Attribuer la paternité du genre à Asimov, c'est oublier que tous ont apporté une pierre à l'édifice géant qu'est la science-fiction. Et pour chaque œuvre qui s'en est inspirée, je peux en citer une autre qui ne l'a pas fait. Et d'autres livres qu'on peut tout autant citer comme base, comme Dune ou les écrits de Clarke, ou plus récemment ceux de Tchaïkovski, Vandermeer ou Mieville. Et ça, c'est sans compter la SF non anglophone ou occidentale, qui utilise des codes et mythes bien différents des nôtres. Oui, Asimov a énormément marqué la SF, ça serait profondément ignorant de ma part de vous dire le contraire. Il a posé certains codes encore utilisés de nos jours, c'est vrai, il a créé une histoire originale aux dimensions de taré, c'est vrai, mais c'est ni le premier à l'avoir fait, ni le seul. C'est un des grands, pas le. Il n'y a aucun doute à avoir, la saga Fondation, que l'on parle de la trilogie originale ou son ensemble, est une des plus grandes séries jamais écrites, que ce soit en SF ou en littérature en général. Ses thématiques, sa dimension, son écriture simple et directe, la rendant accessible à tous, ce qu'on peut noter de très peu de sagas similaires, lui confère une aura que très peu d'œuvres possèdent. Intelligent, intéressant, profondément hard SF dans sa recherche de vérité scientifique et de rigueur, Fondation est une lecture que je recommande à tous ceux qui souhaitent se plonger dans les classiques de la science-fiction. Parce que on va pas se mentir, il n'y en a pas deux comme elle.
Je ne pense pas que c'est aider à sa reconnaissance que de lui attribuer faussement les bases de la SF moderne et la paternité du genre, comme je l'ai expliqué. Asimov a été un des auteurs marquants de la SF, particulièrement en France ou Kifflard, et on va pas se le cacher, le choix d'auteur traduit était vraiment pas ouf, jusqu'à encore très récemment, et même encore maintenant. Et il va sans dire qu'il a inspiré des générations d'auteurs et de créateurs, au même titre que Shelley et son Frankenstein, Herbert et son Dune, Clarke et son Rama, Heinlein et son Troopers, Burroughs et son Carter, Wells et sa Guerre des mondes. Pour faire une maison, il faut des fondations, et si l'œuvre d'Asimov en est une, alors il y en a d'autres dans cette grande maison biscornue qu'est la SF. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo, assez attendue mine de rien, sur Fondation et Asimov vous aura plu. C'est une vidéo que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et je suis assez contente en plus d'avoir pu utiliser les quelques images de la série aussi que j'adore et dont j'ai déjà pas mal parlé sur la chaîne pour illustrer tout ça. C'est plutôt cool de pouvoir illustrer qu'une série aussi jolie, ça fait des jolies images dans la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram ou Twitter où je suis la plus active, à donner sur Tipeee si vous avez envie de participer à l'effort économique de la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.